le droit européen de la bioéthique est devenu au fil du temps non pas simplement une exigence, mais une réalité. La complexité des questions liées au développement des sciences et de la vie et de la santé a suscité non seulement l'institutionnalisation du débat éthique au niveau européen, mais a déterminé aussi l'adoption d'un nouveau corpus juridique, que c'est celui du droit européen de la bioéthique. Le droit européen de la bioéthique se construit sur deux ordres juridiques aux objectifs, tout au moins en plan initial, différents. D'une part, on a le Conseil de l'Europe, qui est garant de la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Et d'autre part, on a l'Union européenne qui était toujours soucieuse de trouver le juste équilibre entre les enjeux économiques liés à la mise en place d'un marché unique et la nécessité d'assurer le respect des droits fondamentaux. Dans l'élaboration et dans la création de ces nouveaux droits européens de la bioéthique, les deux instances éthiques ont joué un rôle déterminant. D'une part, le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe, qui a participé à l'élaboration de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine et ses protocoles additionnels. Et au sein de l'Union européenne, c'est le groupe européen d'éthique qui a émis nombreux avis qui ont aidé et épaulé la Commission européenne dans l'approbation des normes européennes relevant de secteurs de la biomédecine et de la bioéthique. Dans l'élaboration de ce nouveau corpus juridique, ce sont aussi les cours qui ont joué un rôle déterminant. On pense à la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Nombreux ont été les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'assistance médicale à la procréation, par exemple, ou en matière de fin de vie. Et au niveau de l'Union européenne et de la Cour de justice de l'Union européenne, je pense notamment à l'arrêt de 2011 dans lequel la Cour a interdit la brevetabilité de toute invention impliquant des recherches avec des embryons. Donc, depuis une vingtaine d'années, ce nouveau corpus juridique a vu le jour. Il était construit sur la base de valeurs communes et autour des respects des principes et des droits fondamentaux. Donc, on pense au respect du principe de dignité, au respect de la protection et à la protection de l'autonomie de la personne humaine. On pense à la protection de la vie privée. On pense au respect et à la protection assurée aux personnes vulnérables et on pense au respect du principe de non-discrimination. Si on analyse l'évolution de ces normes, on peut remarquer une certaine évolution, non seulement sur le plan de la forme, mais aussi sur le plan des contenus et sur des modalités de constitution de la norme. Donc sur le plan de la forme, au début, on a adopté essentiellement des normes de droit mou, c'est-à-dire la recommandation des résolutions, basées toujours sur des valeurs communes et partagées. Et ceci était fait parce qu'il fallait répondre à une exigence, c'est-à-dire essayer de trouver une harmonisation à minima dans un contexte très hétérogène d'un point de vue social, culturel, économique. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que si on voulait assurer une harmonisation non seulement des législations nationales, mais aussi des pratiques, il fallait adopter des normes de plus en plus contraignantes. Donc, notamment au niveau de l'Union européenne, on a adopté des directives tout d'abord et tout dernièrement des règlements. Mais si on analyse l'évolution de ces normes et les modalités selon lesquelles les normes ont été adoptées, on s'est rendu compte qu'au tout début, pour justement, dans un contexte extrêmement hétérogène, c'est l'éthique qui a joué un rôle de catalyseur pour l'adoption de ces normes. Et c'est les débats éthiques qui ont été déclencheurs pour l'adoption de ces normes. Au fil du temps, je dirais que ce sont plutôt les pressions sociétales, les pressions économiques et scientifiques qui ont joué de plus en plus un rôle déterminant dans l'adoption des normes en droit européen de la bioéthique. Ceci est particulièrement démontré par l'approbation du règlement essai clinique au niveau de l'Union européenne, où on remarque en fait la très grande prise en compte des enjeux économiques liés au marché entre guillemets de la recherche biomédicale.
Par ailleurs, si on regarde la nouvelle stratégie de l'Union européenne en matière notamment d'accès et de sécurité de médicaments, on s'est rendu compte que, à côté des principes éthiques, on a considéré que d'autres principes étaient importants à retenir. On parle beaucoup de transparence, on parle beaucoup d'empowerment des patients, où l'empowerment peut être défini comme une participation accrue, une majeure responsabilisation du patient. Reste à savoir si, dans le futur, ces nouveaux principes seront capables d'assurer le juste équilibre dans l'élaboration des normes entre la nécessité d'assurer, de favoriser le progrès scientifique, la nécessité d'assurer le respect des droits fondamentaux et de répondre aux enjeux économiques. Je considère que dans ce nouveau contexte, les instances éthiques ont un rôle déterminant à jouer, et non seulement les instances éthiques au niveau européen, mais surtout les instances éthiques au niveau national et local.